Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Le micro du soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Prodhomme, un jeune Français résidant en Roumanie depuis plusieurs années. Originaire de Rouen, où il a étudié la géographie, son expérience à l'étranger a commencé en Allemagne, à Münster, où il a notamment travaillé dans les phénomènes migratoires. Virgile Prodhomme est donc germanophone et parfait roumanophone. Spécialiste des sciences du langage, il a aussi vécu en République tchèque, enseigné en Autriche, avant de s'installer à Timișoara pendant 3 ans, puis à Bucarest, où il a également enseigné à la faculté de sciences politiques et langues étrangères. Et depuis 2019, Virgile Prodhomme est directeur des formations et certifications à l'Institut français de Roumanie. Je n'ai pas fait d'erreur, Virgile Prodhomme, bonsoir. Bonsoir. Non, je n'aurais pas dit mieux. Tout à fait. C'est un bon résumé un petit peu. Bon, c'est un parcours, on va dire, quand j'écoute ça à chaque fois ou quand je me remets dans l'idée que c'est vrai que j'ai vécu dans 4, 5 pays différents, ça fait bizarre, mais en fait, c'est assez logique finalement. D'accord. Alors, on va parler de vous un petit peu davantage à la fin de l'émission, de cet entretien. Mais rentrons d'abord dans le vif du sujet. Quel est votre constat de l'évolution de l'apprentissage du français sur disons, les 2, 3 dernières années? Je ne sais pas si c'est une période qui vous conviendra, à Bucarest, et si vous avez ces données sur l'ensemble du pays. Alors, en fait, c'est assez variable comme analyse. C'est assez compliqué parfois de faire des analyses macro ou micro, on va dire, comme on dit en économie. Pour faire simple, on a quand même 1 200 000 élèves qui apprennent le français à l'école aujourd'hui en Roumanie, ce qui n'est pas rien. Si on regarde la carte de l'Europe, c'est même beaucoup dans cette zone de l'Europe orientale. Il y a toujours une certaine appétence pour le français. Certes, il y a plusieurs phénomènes linguistiques qui se sont mêlés depuis les années 90. Si je fais un tout petit retour en arrière, on va dire, le français était quasiment la première langue étrangère jusqu'au milieu des années 90, après, un tout petit peu après la chute du communisme. Et puis l'anglais a pris la place numéro un. Et le français reste toujours à la seconde place, deuxième langue étrangère apprise. D'autres langues se sont ajoutées et c'est normal parce qu'en fait, on a forcément, comment dirais-je, un bloc européen qui arrive avec l'espagnol et l'allemand évidemment dans les autres, surtout d'ailleurs plutôt dans l'ouest de la Roumanie. Au niveau du français, je dirais, il y a une très bonne envie. Moi, je m'occupe des cours et des examens, des formations à l'Institut français de Roumanie. Et on a toujours beaucoup d'inscrits dans nos cours de français. On a toujours beaucoup de demandes pour les examens aussi. La plupart vont soit étudier ou travailler dans un pays francophone ou tout simplement pour un échange et reviennent ensuite en Roumanie. Donc la situation voilà, se porte, on va dire, tout à fait logiquement d'une bonne manière, même si évidemment, il faut toujours être vigilant pour nous et continuer à faire la promotion, surtout du français pour les petits. Voilà. D'accord. Alors, avez-vous observé de nouvelles tendances, par rapport à ceux et celles qui, veulent étudier notre langue? Alors, oui, déjà, les nouvelles tendances, c'est le côté pratique. Je dirais, de plus en plus, on va vers un apprentissage de la langue. Ce n'est pas un apprentissage de la langue, mais la langue est un outil pour faire quelque chose. Donc, de plus en plus, on a des cours, on va dire, de français qui ne sont pas des cours de français pour apprendre que la langue, mais que la langue française soit un outil pour, je ne sais pas, par exemple, faire ses études en France, savoir prendre des notes. Ça, dans les entreprises aussi, travail de service client, de répondre à un client. C'est devenu de plus en plus pragmatique et je pense que c'est dans l'air du temps et c'est logique que l'apprentissage d'une langue ne soit plus seulement que apprendre les conjugaisons du verbe être ou avoir, mais savoir se présenter, savoir discuter, savoir décrire son entourage. Voilà, donc ça, ce sont les tendances. Et puis les nouveaux outils aussi, hein, on est en ligne actuellement et nous, par exemple, à l'Institut français, on propose des cours en ligne
depuis le début de la pandémie. On avait déjà travaillé avant dessus, donc c'est tout à fait logique que ces C'est cours en quelque ligne chose, arrivent. pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est quelque chose que, au-delà de la pandémie, ces cours en ligne, vous pensez poursuivre parallèlement aux cours en présentiel? Tout à fait. C'est une nouvelle offre, tout simplement. En marketing, on dit c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle offre de cours et elle répond à beaucoup de besoins. Déjà, un besoin de distance. Les gens qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de venir en transport à l'Institut français. Déjà, ça leur permet de chez eux ou au travail de prendre des cours de français. Nous, on fait du qualitatif aussi en ligne, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de pas plus de 10 personnes. Donc, on a fait un choix délibéré que les apprenants puissent pouvoir interagir en ligne parce que le problème du en ligne, tous ceux qui ont fait des réunions qui m'écoutent seront d'accord, c'est que plus on est nombreux, plus c'est compliqué de prendre la parole et moins on est actif. Et dans un apprentissage, quand on est passif, bon, je vous fais pas de dessin, mais en général, l'apprentissage est quand même beaucoup moins bon. Donc voilà, ça c'est une nouvelle tendance. Et puis pour eux, ce qui est important aussi, c'est voilà, les jeux. On fait beaucoup de jeux en ligne. Il faut vraiment que, par exemple, pour l'apprentissage, se fait par des résolutions de tâches. Voilà. D'accord. Et pour revenir à ce que vous disiez auparavant, vous avez le sentiment que, les Roumains et notamment les jeunes Roumains ont conscience que, la présence française, dans ce pays, je pense aux investissements français, aux grands groupes français qui sont ici depuis, parfois des décennies, ils ont conscience de ça, que le français est important précisément pour éventuellement intégrer, ces structures? Oui, alors je pense que moi, je vais raconter une petite anecdote en fait. Allez-y, allez-y. Enfin, j'allais plus souvent parce qu'avec la pandémie, malheureusement, on a moins cette possibilité dans les écoles. Et quand j'ai pris mes fonctions en septembre 2019, dès le mois d'octobre, on va dire, j'étais dans les écoles à faire la promotion de la langue française, la promotion des examens aussi, des certifications que l'Institut français est le seul à fournir au niveau international pour les diplômes français. Et donc, je parlais des entreprises françaises. Alors, certains les connaissaient très bien, d'autres les connaissaient mais ne savaient pas qu'elles étaient françaises. Donc, c'était assez marrant de voir cela. Je vous parlais donc, par exemple, je donne deux, trois cas. Orange, je leur ai dit, mais oui, Orange, c'est français. Alors, ils disaient, ah bon, c'est français, etc. Et il y avait d'autres entreprises, par exemple, ils ne savaient pas que c'était français. En fait, je pense que, comment dirais-je, on a encore du travail à faire là-dessus, bien sûr, à expliquer que, bah oui, il y a énormément, et heureusement, on a des ossatures très fortes, puisqu'on a la Chambre de commerce qui est très, très active, on a Business France, on a le service économique de l'ambassade, et puis l'Institut français, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs, et puis les opérateurs francophones, l'OIF, l'AUF, qui sont aussi extrêmement présents. Donc, je pense qu'on a en fait une très très bonne ossature souvent, moi je me souviens quand j'étais enseignant à l'université, ce qui était intéressant de voir, c'est que les étudiants, une fois qu'ils comprenaient le nombre d'entreprises francophones qui existent en Roumanie, les possibilités d'emploi, le bassin d'emploi, et puis les possibilités aussi d'étudier à l'étranger, de travailler à l'étranger, tout de suite, ils avaient un autre regard. Moi je leur disais toujours, voyez, vous avez votre monde anglophone. Je dis, vous allez arriver en compétition vers l'âge de 24-25 ans à la fin de votre master avec 90-95% des gens autour de vous qui parleront anglais et qui le parleront normalement correctement, enfin avec un assez bon niveau. Je dis aujourd'hui, si vous êtes en compétition avec deux personnes, un qui parle très bien anglais, l'autre qui parle très bien français et anglais, forcément, moi, j'aurais tendance en tant que recruteur à même capacité égale, même compétence égale, à choisir la personne Oui. qui parle et français et anglais parce que elle sera capable peut-être sur un marché francophone auquel j'avais pas pensé pour une entreprise ou même au niveau de l'école, chose bête, mais
Donc, au niveau de l'université, la France est le pays qui a le plus d'accords de partenariat Erasmus avec la Roumanie, par exemple. D'accord. Et surtout que je suppose que vous aurez la sensation, comme je l'ai eu personnellement, que ce français, bon, je pourrais même dire toute tranche d'âge confondue, et parfois, souvent en sommeil, et chez les Roumains, et qu'il s'agit juste de le réveiller un petit peu. Il y a des bases. Le français était, comme vous le disiez auparavant, une langue étrangère, la première, hein, apprise en Roumanie. Et chez les plus jeunes également, on sent qu'il y a des bases grammaticales, qu'ils ont appris le français, qu'ils n'osent pas trop s'exprimer en français, mais en fait, il s'agit juste de quelques cours pour que tout cela se réveille et se mette en place. Donc, c'est aussi pour tout ça pour dire que quand on dit que le français est en perte de vitesse en Roumanie, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Alors, c'est ça. C'est un peu l'ambiguïté, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on regarde certains chiffres, on dirait ah c'est en baisse. Si on regarde certains chiffres, on dirait même que c'est en hausse. Donc ça dépend du point de vue où on se place. Mais en tout cas, clairement, le français a toujours sa place de manière importante. Vous savez, il y a dans les sociétés actuelles, encore plus les sociétés multiconnectées comme dans les nôtres, les langues étrangères, c'est un outil, un moyen qui se démocratise. Aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent le japonais, qui apprennent des langues orientales, qui apprennent d'autres langues plus dites rares. Pourquoi? Parce que il y a un marché des langues, hein, c'est comme ça. Hein, Piaget en parlait, voilà, et en Roumanie, c'est la même chose. Donc c'est logique. À partir du moment où il y a un marché des langues, il y a un apprentissage de plusieurs langues. Nous, en tout cas au niveau du français, on a toujours notre place. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, les jeunes actuellement qui apprennent le français savent qu'ils vont pouvoir étudier en France, travailler en France. Je donne toujours l'exemple, mais je vous donnerai pas forcément tous les noms, mais les trois quarts des collaborateurs, des partenaires que l'on a au niveau institutionnel, au niveau des entreprises, pas forcément franco-roumaines, même roumaines, la plupart sont francophones ou disent ne pas parler français, et puis on commence une conversation et puis en fait ils commencent à parler français. Oui, ce qui est assez marrant en Roumanie à remarquer. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais poser une question à l'enseignant, hein, que vous êtes. Au-delà du français, toute matière confondue, qu'est-ce qui vous semble crucial de transmettre aux jeunes aujourd'hui, en Roumanie, mais aussi ailleurs? L'enseignement trop théorique est critiqué, et de nouvelles approches sont lancées. Je vais pas les énumérer, hein, mais est-ce que selon vous, il y a besoin d'une réforme de fond dans l'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou universitaire, en ce sens qu'il il faut sortir davantage de l'enseignement théorique, voire penser à d'autres façons assez révolutionnaires de former la jeunesse? Bah, déjà, je pense que je salue les enseignants qui nous écoutent parce que je pense qu'il doit y en avoir et ils diront la même chose que moi. C'est-à-dire que un cours, le même type de cours, même pensée de la même manière, avec des personnes différentes, ne sera pas le même cours. Pas la même heure, pas le même jour, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution aussi des élèves. Les élèves d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ce pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils sont hyper connectés, ils ont un besoin de réponse immédiate. Ils ont aujourd'hui, n'importe qui tape conjugaison.fr et a les conjugaisons de tous les verbes en français, à tous les temps, à tous les modes. Je veux dire, donc, l'enseignant, forcément, qu'est-ce qu'il fait? À une époque, c'était beaucoup de prescriptifs. L'enseignant, donc, était donner la connaissance, on va dire, à l'apprenant, à l'élève. Aujourd'hui, il y a toujours cette partie-là, et évidemment qu'il faut garder, mais il y a aussi la partie pratique, la partie je dois être acteur de mon apprentissage. Donc oui, je ne suis pas le seul à le dire, je pense que beaucoup de personnes le disent, mais ce qui est important, c'est que
un élève, il faut qu'il soit motivé, qu'il comprenne pourquoi il apprend, quel est son objectif, qu'il ait un objectif concret. Quand on étudie, peu importe la matière, là ça va pour les langues, mais ça va aussi pour d'autres matières. Moi je me souviens à l'école, je n'ai jamais aussi bien appris que quand on m'expliquait les mathématiques, qu'on se baladait dans la rue et qu'on m'expliquait pourquoi la hauteur est comme ça et que si on faisait ce calcul-là, on pouvait avoir un bâtiment qui ressemblerait à ça. C'est du concret, c'est quelque chose de tout à fait concret. Donc, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est d'intéresser les élèves en les faisant parler aussi, en les faisant participer. Des projets, plus la pédagogie de projet est aussi très importante et prend de plus en plus de place en Roumanie. Les Roumains en mathématiques ou dans les matières aussi en sciences ont d'excellents résultats, en langue aussi. Je pense que c'est comme partout, c'est au fur et à mesure, on doit évoluer, on doit changer nos pratiques. Ce qui est important, c'est la fixation. Moi, je dirais tout se joue, mais là, Qu'est-ce que vous appelez la fixation? fixation, c'est-à-dire qu'il faut qu'un enfant, normalement, ou un élève, un jeune élève, vers 11-12 ans, voilà, le mieux, c'est qu'il sache déjà lire, écrire correctement dans sa langue maternelle. La fixation, elle doit se gérer en langue, d'abord par sa langue, entre guillemets, maternelle, en tout cas sa langue première. Pourquoi? Parce que si la langue n'est pas fixée, vous aurez d'énormes difficultés dans d'autres langues. C'est-à-dire que les difficultés que vous allez avoir dans la première langue, vous les retrouverez dans les autres langues. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une conception de subjonctif, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc je pense que il y a des nouvelles méthodes qui vont arriver, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il faut jamais dire ce qui a été fait avant, ça va pas, etc. Bien au contraire, il y a un mélange de tout. Par exemple, l'apprentissage de la grammaire. Moi, j'enseignais la grammaire en Autriche. Je me souviens que, bon, alors j'enseignais la grammaire à des futurs profs de français, voire à des futurs profs d'université. Donc, évidemment, on allait sur les conceptions du passif en français, pourquoi passif, actif, etc. Donc, on allait vraiment vers le subjonctif imparfait, comment ça fonctionne, etc. Donc, on allait vers des cas qui sont quasiment jamais utilisés ou très peu en français courant, on va dire. Mais malgré tout, moi, je pense qu'il y a l'utilisation, la motivation, et voilà, je le disais depuis le début, l'objectif. Pourquoi on apprend? Quel est notre objectif? Si on dit aux élèves, assieds-toi là, tu dois faire ça, bon, il va être comme nous. Nous, on était pareil aussi je sais pas quand vous étiez élève, mais on a eu tous des cours où on se regardait, on se demandait pourquoi on était là. Et ben en fait, c'est ça le principal, c'est de savoir pourquoi on est là. Mhm. Alors, par rapport à ce que vous dites, une personne me vient à l'esprit. Alors, c'est un Anglais. On parle de francophonie, mais je vais me permettre de citer un Anglais. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sir Robinson et il a fait notamment une conférence sur la plateforme TED qui a été vue des millions de fois et qui parlait du besoin d'être beaucoup plus créatif dans l'enseignement et que n'importe quelle matière était importante et que les mathématiques n'étaient pas plus importantes que la danse ou la musique. La musique, d'ailleurs, un sujet dont on va parler également, parce que je sais que c'est votre autre passion. Donc voilà, c'est cet auteur connu qui est malheureusement décédé, je crois, il y a 2-3 ans, mettait en avant, était connu pour dire que il est connu pour dire qu'il faut davantage insister. Le système éducatif, en général, tue la créativité de l'enfant et il ne faut pas mettre en avant certaines manières parce qu'elles servent surtout une économie. Qui est l'économie mondiale dans laquelle on est aujourd'hui, mais ne se préoccupe pas de la créativité de l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? En tant qu'enseignant, la créativité de l'enfant, certes, faut la faire travailler, c'est évident. Mais je trouve qu'on met beaucoup de pression, on demande beaucoup aux enseignants. Parfois à juste titre, parfois non. Je pense que la créativité se gère non seulement dans la classe, mais en dehors. C'est-à-dire, c'est le cadre de vie dans lequel ils sont
qui va, vous savez, la première zone qu'il va connaître, c'est sa zone familiale, où ses responsables légaux, en tout cas les personnes avec lesquelles il vit, ses amis. Donc, l'école a toute sa place là-dedans. Il faut évidemment l'épanouissement de l'élève. C'est obligatoire. Je disais tout à l'heure, si l'élève est assis sur une chaise et ne sait pas pourquoi il est là, il est vraisemblable soit qu'il va faire des bêtises pour se faire pour exister, ou bien, comment dirais-je, va commencer à ne plus vouloir aller en cours ou, comme on dit en français, sécher les cours. Voilà, c'est l'absentéisme aussi dû à ça. Je veux dire, les gens qui sont absents, c'est en général qu'il y a un manque de motivation, un manque de compréhension pourquoi ils sont là. Donc oui, la créativité, je disais tout à l'heure, la pédagogie de projet, bien sûr, ouais. Oui, oui, évidemment. Alors après, de vouloir toujours tout remettre, vous savez, il y a autant de ministres d'éducation que d'êtres humains, parce qu'on a tous été à l'école. Donc forcément, on a tous notre avis sur l'école puisqu'on l'a tous vécu. C'est extrêmement complexe, beaucoup plus qu'on l'imagine. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que déjà, l'école réussit beaucoup de choses. On parle souvent des trains qui sont en retard. C'est logique, mais je trouve que l'école déjà réussit des choses quand même assez formidables. Dans nos sociétés actuelles, on a tendance à tirer à boulet rouge parfois sur certaines méthodes, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que la créativité, c'est clair qu'elle peut se faire par exemple par le théâtre, elle peut se faire par la musique, elle peut se faire par d'autres activités. Ce qui est important, c'est que voilà, comme moi quand j'ai enseigné en Allemagne, les élèves avec des cours dits classiques, mais derrière, et par exemple, ils prenaient des cours de mathématiques avec l'architecture. Le prof leur disait, bon, bah, si vous voulez, on va aller se promener, on a une excursion et on va discuter de ça. Oui, bah, ça fait marcher la créativité, hein, évidemment. Il y a plein de... Mais en tout cas, faire attention parfois aux méthodes dites alternatives, faire très, très attention sur le long terme, parce que l'éducation, c'est le temps long. C'est-à-dire, un élève qui commence à 5 ans, il aura son bac 13 ans plus tard, 14 ans plus tard. Donc, ce que l'on apprend aujourd'hui à 5 ans nous servira tout au long du parcours et de sa vie, quoi. D'accord. J'espère que j'ai répondu Ah, à la très bien. question. Non, parfaitement, hein, vous parlez d'équilibre et d'une éducation plurielle avec des bases solides, même si elles sont classiques. Alors, restons hein, sur ce sujet de la créativité. Vous avez une passion, et j'aimerais que vous nous en parliez, la musique. Vous êtes musicien également, et vous avez un groupe, je crois, en Roumanie. Parlez-nous un Oui, oui, oui. peu de cette activité. Bon, là, on va dire, là, je suis hors cadre de mes fonctions. Allez, soyons un Euh, petit peu hors cadre. très rapidement. Alors, je suis musicien depuis plus d'une vingtaine d'années. Je joue de la batterie. Alors, on parlait justement des activités. Pour moi, ça fait partie des choses qui étaient importantes à faire à côté de l'école. C'était d'avoir des activités dites créatives et la musique en est une parfaite. Donc, ici, je joue de la musique avec des amis en dehors de mon travail. Je fais pas mal de, comment dire, alors c'est très difficile. Je fais une petite parenthèse aujourd'hui pour les artistes et les musiciens. S'il y en a aussi qui écoutent, je les salue parce que avec la pandémie, c'est très compliqué. Un musicien en France, on a le statut d'intermittent du spectacle qui permet à des artistes justement de vivre, mais c'est très compliqué dans des temps où on ne peut pas faire de concerts, où les événements sont annulés les uns après les autres. C'est extrêmement difficile. Donc, pour moi, la musique, ça a toujours été une passion. Avant tout, j'aime tous les types de musique. J'ai commencé un petit peu par le rock, le jazz. J'adorais ces styles de musique. J'ai joué du reggae, de la salsa en batterie. Aujourd'hui, je joue du rock. Voilà, donc la musique, je dirais, le meilleur moyen de comprendre le mouvement des choses, quoi. Parce que la musique, c'est un mouvement. C'est pour ça que la danse et la musique sont extrêmement liées, parce que la musicalité, en fait, la prosodie, même quand nous on parle, c'est une forme de musique. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors, on va terminer par une question un peu banale, mais j'aime bien les questions un peu banales. Vous vivez à Bucarest depuis plusieurs années. Euh, Oui.
Pourquoi vous aimez cette ville? Comment vous l'aimez et ce pays? Alors, c'est une bonne question. Si on prend le pays, la Roumanie, déjà, c'est un pays étonnant. Il y a souvent beaucoup de surprises, de communautés différentes. Ça, j'ai beaucoup apprécié quand j'étais aussi, bien sûr, à Timișoara. Puis, on est très bien reçu en tant que Français, on est toujours très bien reçu. Et puis, Bucarest, en particulier, ce que j'aime, c'est justement cette ébullition d'événements, de créativité, on va dire. C'est une ville qui se réinvente toujours bon, qui évolue énormément, hein. Je pense que les gens qui connaissent Bucarest depuis très longtemps le diront mieux que moi, mais j'aime cette ébullition. Il se passe toujours quelque chose, il y a énormément de mouvements. Et c'est vrai qu'en Roumanie, en termes d'événements, de culturels, de choses à faire, c'est extraordinaire. Très bien, et Virgile Prodhomme, je vous remercie infiniment pour avoir participé à notre émission. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à 19h15 pour une nouvelle émission du Micro du Soir. Celle-ci, vous pouvez la réécouter et la voir sur le site rfi.ro et sur la page Facebook de RFI. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end. Si vous prenez la voiture, soyez très prudents. À la semaine prochaine. Week-end pour la côte.